Dans le cadre de nos échanges et réflexions autour de la pensée de Teilhard, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Françoise Combe. Je vais laisser Hilaire Giron, ancien président depuis peu de temps de l'Association nationale des amis de Teilhard, présenter notre invitée et animer l'émission. Madame, bonjour et Bonjour. merci infiniment d'être là ce matin avec nous. Hilaire, bonjour et merci également. Bonjour Jean-Marie, bonjour Madame. Il n'est pas possible de résumer votre cursus impressionnant de chercheuse, chère Françoise Combe, montpelliéraine, ayant par votre père militaire suivi des pérégrinations internationales. Vous êtes habituée aux grands espaces. Vos brillantes études de physique, normale sup, 2 doctorats, agrégation astrophysicienne vous ont conduit dans les étoiles pour élaborer des modèles d'univers symétriques et dynamiques et des structures des galaxies. Membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France, vous venez de recevoir la médaille d'or 2020 du CNRS, l'un des prix scientifiques les plus prestigieux pour vos travaux qui ont mis en lumière des structures essentielles de l'univers. Je vous remercie bien sûr d'avoir accepté cet entretien sur le cosmos que vous scrutez depuis des années et je ne peux pas m'empêcher de le rapprocher bien sûr de la cosmogénèse de Pierre Teilhard de Chardin que l'on peut sans doute relier à vos travaux scientifiques comme on va le constater. Mais d'abord, comment vous est venu cet appareil, cet appel des galaxies, cette vocation, je dirais même? Oui, en fait, contrairement à quelques collègues qui observaient déjà le ciel dans leur jardin avec des télescopes, je n'ai pas fait d'astrophysique lorsque j'étais enfant. Plutôt, j'étais attirée par la recherche scientifique dans tous les domaines, peut-être même Copernic, mais aussi Pasteur, par exemple, qui avait trouvé des vaccins et avait fait le bien de l'humanité grâce à cela. Donc, c'est la recherche scientifique, le progrès en soi qui bénéficie à toute l'humanité qui m'avait attirée. Donc, j'avais fait de la physique jusqu'à assez tard, puisque je suis rentrée à l'école normale et fait de la physique, un DEA de physique à l'école normale, de physique quantique. Et c'est au moment de choisir un sujet de thèse que j'ai approché quelques équipes d'astrophysique. Il m'a semblé que chercher sur l'origine de l'univers, la cosmologie, l'origine des grandes structures était très, très attirant. Donc, c'est là que j'ai choisi l'astrophysique. Donc, c'était une vocation tardive, si on peut dire. Très bien. Alors précisément, les modèles d'évolution des galaxies deviennent de plus en plus globaux, gigantesques et je dirais impressionnants. Pouvez-vous nous éclairer sur ce modèle des flots de galaxies dénommé ce continent Laniakea, auquel bien sûr vous connaissez bien ce travail qui a été fait par Hélène Courtois? Voilà, justement, oui, il s'agit là de flots, comme on appelle flots, c'est des flots locaux en fait. Laniakea, c'est le superamas local dans lequel nous sommes. Donc la galaxie, la Voie lactée dans laquelle nous sommes, le Soleil est une toute petite étoile parmi la Voie lactée, et la Voie lactée est une galaxie parmi d'autres. Il y en a 2000 milliards de galaxies qui nous entourent, et on a pu cartographier la banlieue en quelque sorte. Laniakea est le superamas local dans lequel nous sommes, c'est notre banlieue. Donc, ce qui est difficile dans les cosmic flows, c'est parce que localement, les vitesses qu'ont les galaxies les unes par rapport aux autres, dues à leur gravité, elles s'attirent les unes des autres, et donc il y a des flots. Et ce sont des mouvements browniens qui sont petits, qui sont, enfin, moi, l'expansion de l'univers n'est pas encore assez grande pour prendre le dessus. Donc, il est très difficile d'avoir la distance des galaxies indépendamment de l'expansion de l'univers. Donc, c'est un amas local qui a été identifié donc, il y a Brent Tully, Hélène Courtois, il y a aussi Yehuda Hoffman et Daniel Pomaret qui ont regardé les mouvements locaux. Par contre, ce qu'on essaie de voir maintenant, c'est à plus grande échelle, lorsqu'on va un petit peu, on remonte le temps, quand on regarde assez loin, on va remonter le temps dans l'univers et on va s'approcher du Big Bang qui a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années. Et là, on va aller dans les pays beaucoup plus lointains. Donc, ce cosmic flow dont vous parlez, c'est quelque chose de local qui est tout proche de la Voie lactée. Alors, évidemment, l'univers, par définition, est immense et sans fin et sans borne, parce qu'il n'y a pas de borne à l'univers apparemment, ou c'est rien, ou c'est l'univers. Alors, les modèles d'évolution de cet univers, nous sommes obligés d'aller vite dans ce petit temps imparti,
et de sa fin imaginée sont multiples. Alors bien sûr, il n'est pas question d'entrer dans le détail de ce qui est modélisé actuellement, mais du Big Crunch au Big Freeze, en passant par le Big Rip, sans oublier le Big Bounce, qui est un rebondissement, ou le Big Slurp, quels sont ceux qui vous paraissent les plus pertinents avec les connaissances actuelles d'aujourd'hui? Et même le Big Bang est mis en cause d'ailleurs. Oui, en fait, non, le Big Bang n'est pas remis en cause du tout, hein. Là, je vous arrête tout de suite. Le Big Bang est confirmé de plus en plus. Il y a eu des expériences spatiales qui ont eu lieu dans les années 90. C'était le satellite Kobe de la NASA. Il y a eu dans les années 2000 le satellite WMA de la NASA. Et en 2010, le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne qui a travaillé pendant 6 ans et a remis. Ils ont regardé, tous ces satellites ont regardé le fond cosmologique de l'univers, le vestige du Big Bang, et le Big Bang est confirmé à 100%. Donc, on ne peut pas remettre en cause le Big Bang, il n'y a pas de problème. Par contre, pour le destin de l'univers, ce que l'on subodore aujourd'hui, c'est une expansion exponentielle. On a découvert il y a 25 ans, à peu près, que l'expansion de l'univers était accélérée, et s'accélère de plus en plus. Et donc, on va vers une dilution, donc c'est pas du tout un big crunch, c'est le contraire. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Un peu un froid universel, enfin un refroidissement voilà, universel. Un refroidissement universel. Alors, on n'ira pas jusqu'à 10 000 fois l'âge de l'univers parce que c'est un peu loin et qu'il peut se passer autre chose. Mais en tout cas, si on peut extrapoler dans plusieurs fois l'âge de l'univers, ce sera une dilution et un refroidissement, oui, exactement. Alors, précisément, là, on passe à un côté un peu philosophique. Quelle compréhension de l'évolution en général et de celle de l'homme en particulier vous apporte la connaissance que vous avez acquise des structures des galaxies et des modèles de l'univers aujourd'hui? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes très, très, très petits. On s'est aperçu en fonction du temps, hein, si on remonte même au siècle dernier, en 1920, on ne savait toujours pas qu'il existait des galaxies extérieures. Vous vous rendez compte, c'est quand même éblouissant. Donc, notre univers, la cosmologie, c'était la Voie lactée. La Voie lactée, c'est vraiment notre voisinage immédiat. Donc, le Soleil est une petite tête d'épingle dans la Voie lactée, mais la Voie lactée, c'est une tête d'épingle dans l'univers. Donc, on ne savait pas qu'il existait des galaxies. Maintenant, on en connaît de 1000 milliards et on connaît l'horizon de l'univers. On est allé observer jusqu'à l'horizon. Alors, l'horizon, qu'est-ce que c'est? C'est l'horizon observable, l'univers observable. Évidemment, l'univers est peut-être beaucoup plus grand, mais on ne pourra pas l'observer au-delà puisque la lumière n'a pas une vitesse infinie. Il y a 300 000 km par seconde et donc tous les signaux qui nous proviennent de ces galaxies ne vont qu'à la vitesse de la lumière. Donc, ce qu'on voit, c'est des galaxies qui sont au bord, près du Big Bang, qui nous ont envoyé un signal et ça a mis 13,8 milliards d'années à nous parvenir. Donc, on remonte le temps, on fait un peu de l'archéologie et on s'aperçoit qu'on a un horizon. Dès qu'on arrive au Big Bang, on a un horizon qui aujourd'hui est à 40 milliards d'années-lumière et on ne pourra pas observer au-delà. Mais donc, nous sommes très, très petits. Ce qui nous donne toutes ces connaissances nous disent que nous devons être très humbles, nous sommes très, très petits. Et l'homme, on va voir, n'est certainement pas la seule vie qui existe dans l'univers. Alors, vous aviez la passion de découvrir les fondements consistants de la matière, de l'infiniment petit, la physique quantique que vous avez étudiée, à l'infiniment grand, des myriades de galaxies que vous évoquez. Comment cette passion dont vous rayonnez interagit avec votre vision du monde? Alors, la vision du monde, en effet, elle est assez précise, tout en étant incertaine, bien sûr, mais elle est assez précise. Et ce qu'on sait surtout, c'est l'immensité des grandes structures et ce que, en effet, tout le monde, hein, moi-même aussi, n'arrivons pas à intégrer complètement, c'est-à-dire on sait qu'il y aura des tas de galaxies, on sait qu'il y aura des tas de planètes, on en a découvert 4000 mais dans le voisinage du Soleil. On sait que dans la galaxie, il y a plus de planètes que d'étoiles, donc plus que 300 milliards de planètes dans notre Voie lactée, et on avait vu qu'il y avait 2000 milliards de galaxies, donc on sait qu'il y a un nombre incroyable de planètes et peut-être de vie habitable là-dessus, donc notre vie doit être très 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 petite, il ne faut surtout pas penser que nous sommes seuls dans l'univers. Alors, Pierre Teilhard de Chardin, dès l'enfance, recherchait ce qui était consistant dans le monde, ce qui résistait à la destruction. Lorsqu'il a découvert le fer dans son Auvergne natale et qu'il a constaté qu'il rouillait, il en a été très perturbé. Et toute sa vie, finalement, il a passé dans sa recherche d'abord de scientifique, de paléontologue, à rechercher ce qui était consistant. Alors, ça s'est poursuivi sur sa vision religieuse. Mais n'avez-vous pas, en fait, la même quête de sens
en scrutant l'univers? En fait, l'univers ne nous déçoit pas comme le fer, par exemple, ou la persistance. L'univers a toujours des surprises pour nous. En fait, il est très constant dans ses lois, hein, la loi de gravité, toutes les lois et les lois sont fondamentalement constantes, et on s'en est aperçu en faisant des observations. Par exemple, il y avait des théories un petit peu fantaisistes, mais qui sont alternatives, car on a beaucoup de problèmes quand même à résoudre dans l'astrophysique. On a le problème de la matière noire, de l'énergie noire, et donc il y a beaucoup de théories un peu alternatives à la gravité qui se développent. Et dans ces théories, on pouvait penser que les constantes fondamentales de la physique allaient changer. Donc ça, c'est bon, par analogie avec le fer, quelque chose qui n'est pas persistant, on pourrait se poser la question de constantes fondamentales. Par exemple, la vitesse de la lumière est-elle constante? La constante de la gravité est-elle une constante? Donc on a observé très très loin dans l'univers, hein, des milliards d'années-lumière, et on a regardé les raies spectrales des éléments, plusieurs éléments. Quand on regarde par exemple l'hydrogène atomique, l'oxygène, etc., le rapport des raies dépend des constantes fondamentales, de la vitesse de la lumière, des constantes de gravitation. Et on s'est aperçu que ces constantes ne variaient pas du tout, à la fois dans l'espace et dans le temps. Donc quand on remonte jusqu'au Big Bang, les constantes fondamentales sont les mêmes à 10-7 près, puisqu'on est arrivé à une précision de 10-7, ce qui est remarquable, et ce qui élimine du même fait les théories alternatives qui auraient fait varier ces constantes. On sait que Dirac même avait déjà postulé que la gravité devait changer en fonction du temps dans l'univers, et en fait, il n'en est rien. Les constantes fondamentales ne sont absolument pas variables. Donc l'univers ne nous surprend pas dans cette variation, il est complètement constant. Les lois fondamentales sont donc identiques, quelle que soit la partie de l'univers qu'on observe. Ça, c'est très intéressant. Alors justement, vous formez avec les astronomes et astrophysiciens du monde entier, du fait que vous allez sur tous les points de la Terre, où on peut aller sur des sommets, observer les étoiles. Il y a une communauté qui se crée forcément de scientifiques qui ont la même passion. Ceci crée une certaine vision que j'appellerais, par rapport à Teilhard, noosphérique. Comment se passe? C'est sûr que l'astrophysique, même avant les autres parties de la physique, sont une science internationale. On a mis très vite nos instruments à la portée de tout le monde. On a un télescope spatial, par exemple Hubble, que tout le monde connaît, mais on en a d'autres, on a une dizaine, qui sont en fait pour tous. Dès qu'on observe avec cet instrument, on a des résultats, et les résultats sont publics très vite, quelques mois après l'obtention. Donc on met à disposition de tout le monde les résultats que l'on obtient. Donc ça, c'est quelque chose de particulier qui n'est pas là, par exemple, dans les sciences biologiques, où évidemment il y a des retombées commerciales qui font qu'on ne peut pas rendre public tous les résultats. Nous, les résultats sont publics, même ceux qui n'ont pas participé à l'achat de l'instrument. On bénéficie gratuitement de tous les résultats. Donc c'est quelque chose qui est public et qui fait qu'aujourd'hui, on crée des instruments nouveaux, comme le Square Kilometre Array, par exemple, et tout le monde participe, même les Chinois, les Américains, les Japonais, en Australie et en Afrique du Sud, par exemple, en Europe. Tout le monde se met en commun pour former le même instrument, le même télescope, parce que le télescope est tellement grand qu'aucun pays ne peut se le payer tout seul. Donc là, on a quelque chose d'international et de mondial, et tout le monde participe. Donc c'est ça qui est la beauté de l'astrophysique. Il y a un côté de convergence de l'humanité, en quelque sorte. Alors précisément, c'est une bonne transition vers Teilhard, même si vous ne souhaitez pas trop en parler directement. Mais je crois que là, dès l'instant où vous parlez du Big Bang comme étant une certaine, si ce n'est certitude, mais quand même hypothèse très pertinente, et qu'il y a une sorte de début, ça veut dire qu'il y a une évolution. S'il y a évolution, on le voit à travers cette fameuse loi qu'on appelle de complexité qui va jusqu'à la vie. Et donc, dans la vision de Teilhard, l'homme est insignifiant, comme vous le mettez, comme vous le disiez, sur le plan de l'humanité, de l'univers. Mais en termes de complexité, à preuve d'inventaire, il est l'être le plus complexe qui soit. Et Teilhard va jusqu'à dire que l'homme récapitule l'univers, comme un verre de vin qui récapitule tout ce qui a conduit à mettre le vin dans un verre qui est négligeable dans l'espace et le temps. Mais l'homme est un peu pareil. Il récapitule ce qui a conduit à son accouchement aujourd'hui. Alors, est-ce que cette vision teilhardienne qui va vers cette complexité croissante et que Teilhard fait aboutir vers l'esprit, émergence de conscience et d'esprit,
ne vous paraît pas quelque chose qui rentre en résonance avec l'évolution même de l'univers que vous connaissez sur le plan purement scientifique? Ce qui me paraît pas tout à fait exact dans cette idée, c'est que la complexité peut arriver n'importe quand et n'importe où. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fin. Ce n'est pas une évolution qui arrive vers cette fin. Il est très possible que 1 milliard d'années après le Big Bang, on ait eu une évolution dans un endroit particulier, une planète habitable avec une évolution qui soit peut-être pas un homme, mais une autre source de vie très intelligente, avec même plus intelligente que nous, si on peut l'imaginer. Et donc, on pourrait très bien avoir dans cette planète une vie il y a très longtemps et qui a disparu. Et un autre, donc il n'y a pas d'évolution, c'est-à-dire, enfin, il y a une évolution à un endroit donné et à un temps donné, mais il pourrait y en avoir d'autres. Et c'est quelque chose qui va et qui vient et qui est un petit peu au hasard. Et donc, il n'y a pas une fin avec une certaine unité vers un endroit particulier. Et ça se développe partout, à des moments différents. Et on ne peut pas dire qu'il y a un instant final. C'est un petit peu partout en même temps. Autrement dit, il y a un foisonnement avec des déploiements dans un sens de montée, de convergence, et d'autres, au contraire, de régression et de destruction. Voilà, mais il n'y a pas un instant T, une sorte de tendance générale. Au fond, il n'y a pas un sens. Il n'y a pas un sens à cette évolution. Voilà, il n'y a pas de sens et c'est le hasard et la nécessité, comme disait Jacques Monod. Comme disait Monod, voilà. Alors, c'est vrai que effectivement, toute la vision est basée sur cette logique un peu à sens unique, même s'il voit des régressions, puisqu'il a analysé cette vision dans la guerre de 14, qui était une horrible, mais il voyait dans ce conflit une sorte de mieux se faire, parce qu'on allait vers une alliance entre Allemands et Français, pour faire court, et qui s'est avérée dans le temps. Donc cette notion d'agrégation et de convergence, en fait, vous ne la trouvez pas du tout au niveau du cosmos aujourd'hui. Non, en fait, on le voit un petit peu partout. En fait, on le voit beaucoup de fois, plus de fois qu'il n'y a pas qu'une seule. Et même, je pourrais dire que la théorie, aujourd'hui, on essaie de comprendre ce qu'il y avait avant le Big Bang. Oui. Et on a une théorie qui n'est pas due encore justifiée, hein, qui est en recherche, en travaux, disons, qui n'est pas confirmée, qui est l'inflation. Alors, l'inflation, ça veut dire que juste au début du Big Bang, à 10-32 secondes, on a une inflation des fluctuations du vide, qui normalement sont quantiques et qui, après un facteur d'inflation de 10 puissance 30, deviennent macroscopiques. Et c'est à partir de ces fluctuations macroscopiques que seraient nées les structures de notre univers. Et ce qu'on a vu dans cette théorie, qui sort de la théorie d'Einstein, en fait, on a développé le fait que cette inflation se passe partout et non pas seulement à notre Big Bang à nous. Donc, on peut avoir plusieurs Big Bang et plusieurs multivers qui sont développés à des endroits différents, à des rythmes différents. Donc, un Big Bang n'est pas unique, mais il y en a plusieurs. Et on pourrait avoir d'autres univers où il y aurait un Big Crunch. Ce n'est pas notre cas. Notre cas est en train de refroidir. Il pourrait y avoir d'autres univers dans lesquels vous auriez un Big Crunch qui se détruit complètement. Donc, on peut imaginer une infinité d'univers comme ceci. Donc, c'est vraiment dans tous les cas. Oui, c'est extrêmement troublant d'ailleurs. La dernière question. Oui, justement, là, par rapport à ça, parce que votre origine, c'est un peu l'analyse de la matière et l'antimatière qui a donné lieu, en fait, à ce résidu qui a pu donner lieu à notre univers. Mais ce système, donc, basé sur la mécanique quantique au départ, fait effectivement qu'il y a une sorte de délocalisation dans l'univers, et c'est ce que vous venez d'expliquer. Donc, cette délocalisation conduit finalement plutôt à une vision de multivers, en quelque sorte. C'est ça, on ne serait pas le seul univers en plus. Donc, ça fait encore plus petit que nous croyons, puisque normalement, on était déjà très, très petit dans un univers. Oui. Mais en fait, si on a des multitudes, on est encore plus humble et plus petit que ce que nous croyons. Voilà. Donc, autrement dit, par rapport à votre observation, la recherche d'un sens apparaît actuellement absolument sans fondement. Voilà, exactement. Nous développons par la nécessité et le hasard. C'est vraiment cette image qui reste. Qui reste, d'accord. Eh bien, écoutez, je crois que je vous remercie beaucoup pour cette conclusion. C'était fort intéressant. Et je vous réitère un peu cette demande que je vous ai faite par Internet de rédiger un article peut-être dans ce sens-là dans la revue Noosphère qui se veut justement le lien entre science et foi. Et donc, votre éclairage me paraît extrêmement intéressant. En tout cas, je vous remercie beaucoup.
Je voudrais aussi m'associer à ces remerciements et recevoir ce cadeau que vous nous avez fait, et peut-être prolonger dans la revue. À cette aube de l'an nouveau, où tout est possible, merci de nous avoir pénétrés dans cet univers du plus petit, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Nous vous adressons nos mots de bonheur et de plénitude. Merci beaucoup et meilleurs vœux à vous aussi.